Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci de participer à ce webinaire sur les essentiels de la Customer Experience. Amélie, Gwenaël et moi-même sommes ravis de vous accueillir et vous permettre de vous familiariser avec ce domaine des études et ses méthodologies. Comme vous le voyez sur ce slide, différents sujets vont être abordés. Après un historique des études CX, nous verrons entre autres comment concevoir un programme CX, quelles sont les tendances actuelles en matière de Customer Experience et de Human Experience, HX. Puis Gwenaël vous détaillera de manière plus concrète l'expérience client dans la pratique. Et enfin, nous aurons une session de Q&A pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Alors, qu'entend-on par Customer Experience? Quand on parle d'expérience client, c'est l'expérience intégrale du client avec la marque qu'on prend en compte, qui inclut ce qui a conduit à l'achat en lui-même et l'utilisation du produit ou du service. Les études d'expérience client incluent des études du type Touchpoint, par exemple un restaurant a servi un repas ou un distributeur a effectué une livraison et souhaite avoir l'avis des clients et pose des questions à ce sujet. Cela inclut aussi les études récurrentes. Dans ce type d'études, on ne demande pas un feedback à chaque expérience ou à chaque fois qu'on a affaire avec la marque. On interroge les personnes à intervalles réguliers, tous les 2, 3 mois, plusieurs fois par an en tout cas, et on peut avoir ainsi leur feedback à date. Les études d'audit des services, ce sont des études de plus grande ampleur au travers desquelles on interroge autant de clients que possible afin d'en avoir une compréhension la plus complète possible. Ce sont des études de référence. Elles ont lieu toutes les quelques années, disons, tous les 2, 3, 4 ans par exemple, et cela peut aussi passer par des méthodes plus spécialisées du type mystery shopping. Des mesures telles que le NPS et la satisfaction client, dont nous allons beaucoup parler aujourd'hui, des compléments tels que les études qualitatives, les médias sociaux et l'ethnographie. En effet, on peut faire intervenir en complément d'études Customer Experience des études de ce type pour pouvoir creuser et pour pouvoir mieux comprendre derrière les données standards CX les différentes tendances et pouvoir les expliquer. Alors, je vous propose de revenir aujourd'hui sur l'historique des études CX depuis leur genèse jusqu'à leur stade de développement actuel. Tout a commencé avec les études de satisfaction dans les années 70, puis le score NPS, qui est un score de recommandation, est apparu, suivi de quelques alternatives dont nous allons parler aujourd'hui, pour terminer par le développement du CX que nous connaissons actuellement. Dans les années 70 sont apparues les études de satisfaction client, incluant des questions post-choix, ceci partant du constat qu'après un achat ou une expérience, on peut rationaliser, être satisfait sur certains points et moins sur d'autres, exprimer des regrets par exemple. Les modes de recueil peuvent être variés, par exemple du face-à-face, lorsqu'une carte était distribuée à un client après un séjour à l'hôtel. La principale question, c'est déjà une question de satisfaction générale, accompagnée de questions de satisfaction sur des points plus spécifiques. On analyse déjà à cette époque les leviers de la satisfaction. Le client d'un hôtel peut être heureux et satisfait de plusieurs éléments, mais pas de la piscine par exemple. Et dans ce cas, on considère que la piscine n'est pas un levier de satisfaction. Il y a aussi déjà à l'époque la question de l'anonymat qui a suscité de nombreux débats, en particulier au début de la mise en place de ces dispositifs. En effet, la plupart des études de marché sont menées sur la base de l'anonymat, mais dans le cas des études de satisfaction, on s'est vite aperçu que c'était difficilement applicable. Si vous êtes gérant d'un hôtel, vous voulez savoir comment régler le problème avec le client en direct et gérer son insatisfaction en direct. Et même en tant que client, si on veut que notre problème soit géré et qu'on puisse échanger avec la marque, il est compréhensible de répondre de manière non anonyme. Au tout début, les études de satisfaction étaient anonymes, mais elles ont rapidement évolué en non anonymes. Alors, la première grande évolution a eu lieu juste après l'année 2000 avec l'arrivée du NPS. Ça a commencé par cet article dans la Harvard Business Review de Frédéric Reichheld, The One Number You Need to Grow. Le NPS consiste à poser une question du type « Dans quelle mesure seriez-vous prêt à recommander ce service ou ce produit à vos collègues, à vos proches ou à vos pairs ?» L'échelle NPS va de 0 à 10. On appelle les promoteurs les personnes ayant coché les scores 9 ou 10 et les détracteurs ayant coché les scores de 0 à 6. Et le NPS, c'est la différence entre
le pourcentage de promoteurs et le pourcentage de détracteurs. Depuis, il y a eu beaucoup d'études qui ont montré que le NPS n'est pas la meilleure mesure de la customer experience ni des achats répétés. Mais c'est la mesure établie. Et il est très peu probable que quelqu'un en charge de l'expérience client dise « nous n'allons pas poser le NPS ». C'est une mesure hyper standard et très acceptée maintenant. Donc, si vous pensez qu'un autre type de mesure est meilleur, il vaut mieux l'ajouter à l'étude que la poser à la place du NPS. De 2010 à 2015 sont apparus de nouveaux types de questions reliées à des scores d'effort. L'effort qu'a dû faire le client pour faire cet achat, pour utiliser ce service en ligne, pour s'inscrire à cette newsletter. Il n'y a pas qu'un format du Customer Effort Score, on peut mettre des notes, une échelle d'accord, on peut aussi utiliser des émoticônes. Et il y a un livre très utile, écrit par Matthew Dixon, qui explique pourquoi avoir une expérience client qui ne nécessite pas d'effort est si importante. C'est finalement une autre dimension de l'expérience client, une autre façon d'évaluer l'expérience client, mais qui est très importante et qui permet une bonne compréhension des consommateurs pour une marque. Alors, ce livre de Experience Economy, édité juste avant 2000 et réédité en 2019, est vraiment un livre de référence. C'est un livre qui permet de comprendre l'évolution des échanges commerciaux et de l'économie et qui décrit en particulier comment nous sommes rentrés dans une économie de l'expérience client. En effet, dans un premier temps, quand le capitalisme a commencé à se développer, tout tournait autour du produit. Plus tard, on a commencé à se concentrer sur le service. Mais ces deux aspects sont finalement tous deux constitués d'éléments qui sont produits et fournis aux consommateurs. Le cœur de l'expérience client, c'est le ressenti par rapport au process d'achat ou à l'utilisation du produit ou du service de la part du consommateur. Et ça change beaucoup l'angle qu'une marque peut prendre pour gérer cette expérience client. Cela a donné cette expression qu'on entend beaucoup, la gestion de l'expérience. Cela signifie livrer au client l'expérience qu'il recherche. Cela ne veut pas dire gérer le client, ça veut dire comprendre quelle est la meilleure expérience pour le client, créer cette expérience et la proposer. Une autre tendance fréquemment associée à l'expérience client depuis 10-15 ans, c'est la démarche centrée client. Selon les entreprises, leurs produits, leur culture, elles avaient tendance à être plus centrées sur le produit, le design ou la technologie. Mais cela a évolué progressivement vers des approches customer-centriques. Il y a eu beaucoup de livres et de conseils publiés sur la customer centricity, et bien que ça ait été très mis en avant dans les 10-15 dernières années, un certain nombre d'entreprises et de clients l'avaient déjà mis en place avant. Dès 1999, Jeff Bezos disait que son entreprise était obsédée par l'expérience client. Et même dès les années 60, on a cette citation de Theo Levitt: les gens ne veulent pas de perceuses de 0,5 mm, ils veulent des trous de 0,5 mm. Si vous êtes fabricant de perceuses, ça ne sert à rien d'être obnubilé par le produit, il faut se concentrer sur ce que le client veut. Le client veut des trous de 0,5 mm et c'est ce qu'il faut délivrer. Alors, tout cela nous amène à l'ère du CX et à la montée en puissance du CX et de l'expérience client. Comme vous pouvez le voir sur le graphique assez simple édité par Google Trends, on voit qu'il y a toujours eu des sujets d'expérience client depuis 2010, avec un vrai décollage à partir de cette période. Et par de nombreux aspects, le CX, l'évaluation de l'expérience client, a vraiment la plus forte croissance au sein du monde des insights et des études au travers de tous les pays. D'après la carte Google en dessous, on voit qu'on parle de CX vraiment partout, surtout en Amérique du Nord, en Europe et en Australie. En 2010, Potentiate a lancé son premier projet CX, en suivant donc cette tendance assez tôt, ce qui est super et qui fait de nous des pionniers dans ce domaine. En 2011, la CX Association s'est lancée à un moment où il y avait assez d'acteurs, d'expérience et d'expertise pour en faire un domaine, une expertise à part entière dans le monde des affaires. En 2021, le chiffre d'affaires global estimé autour de la Customer Experience est de 9,5 milliards de dollars. Donc c'est un secteur qui a un volume d'affaires important et une place significative à l'heure actuelle. Et la projection est que cela va doubler dans les 5 prochaines années et donc que cela va continuer à évoluer très rapidement.
Alors, qu'est-ce qu'un programme CX typique? Prenons l'exemple de l'achat d'une machine à laver qui a été livrée et installée et qui est donc ensuite rapidement suivie d'une enquête envoyée par le magasin. L'enquête va comprendre en premier lieu la question de recommandation, la question NPS, ou une question de satisfaction globale. C'est typiquement la première question, car on veut avoir cet insight en priorité pour pouvoir avoir l'évaluation générale de l'expérience. Ensuite, on peut demander aux consommateurs, de manière plus précise, de quoi ils ont été satisfaits, moins satisfaits, quand ils ont acheté le produit, quand il lui a été livré ou quand le produit a été installé. On peut demander aussi aux consommateurs si ils verraient certaines améliorations et s'ils voudraient être recontactés par le magasin pour discuter de certains sujets. En termes de gestion du programme, on va donc mettre en place des indicateurs clés de performance du magasin, évalués au niveau national et régional. On regarde en particulier quelle a été la satisfaction vis-à-vis des personnes qui ont été en charge de la vente ou de l'installation du produit. Il est possible de creuser l'analyse pour déterminer les caractéristiques des personnes qui ont finalement eu les scores les plus élevés dans l'entreprise pour l'installation du produit, par exemple, et quels ont été les drivers de la satisfaction au niveau de cette étape. On sait aussi donc quelles personnes dans le magasin ont eu des niveaux de satisfaction élevés ou des niveaux de satisfaction plus bas, quel vendeur ou quel livreur, et cela peut avoir de nombreuses implications, comme par exemple des formations additionnelles pour ces personnes qui ont été moins performantes, l'embauche éventuellement de ressources additionnelles, mais cela peut vouloir aussi dire que certains employés seront remerciés s'ils continuent à sous-performer. Donc il y a des vraies conséquences pour ce non-anonymat au sein du programme CX. On va aussi créer des dashboards pour permettre aux clients de voir les résultats à des niveaux différents. Le manager de magasin va voir les performances de ses équipes et la performance de son magasin par rapport aux autres. Le manager national va avoir accès à toutes les moyennes, nationales et régionales, mais aussi au score par magasin. C'est vraiment typique d'un programme CX. Alors, il va ensuite se poser la question de comment concevoir un programme CX. Et pour cela, on va se poser toute une série de questions afin de savoir comment le designer pour pouvoir recueillir les insights consommateurs. La première question à se poser, c'est de savoir si on va être sur différents points de contact ou bien si on souhaite avoir une image générale de la satisfaction client. Est-ce qu'on va être sur un audit de performance générale qui va plus s'apparenter à un programme d'études ad hoc ou bien un dispositif pour améliorer l'expérience client qui va être en live et qui va poser des questions juste après une expérience. Vient aussi la question de l'équilibre entre l'engagement et la richesse des données. En effet, est-ce qu'on souhaite des questionnaires plus courts, plus fun et plus engageants, ou bien des questionnaires un peu plus longs, mais avec plus de données et donc plus riches? Est-ce qu'on est sur une simple étude ad hoc one shot pour avoir des résultats de satisfaction, ou bien un programme d'études transversal où on va interroger 100 personnes différentes tous les mois, par exemple, ce qui est mieux que de la doc, mais moins bien qu'un programme longitudinal où on va interroger les mêmes personnes à chaque vague et où on va avoir le suivi d'une vague à l'autre, voir si les scores, quand ils diminuent, remontent par la suite, ou bien si au contraire, quand les scores diminuent, les gens finissent par partir et quitter la marque. C'est ce qu'il faut essayer de comprendre. Est-ce qu'on va chercher à maximiser le taux de réponse en multipliant les canaux, en donnant des incentives éventuellement, ou bien privilégier plutôt des échantillons plus représentatifs sans inclure d'incentives pour motiver plus de personnes à répondre. On peut aussi se poser la question des sources supplémentaires. Va-t-on inclure des données de médias sociaux, des études qualitatives, des études de communauté pour compléter la vision que donne le programme CX, pour avoir des analyses en profondeur
en plus des analyses transversales données par les indicateurs CX. Chez Potentiate, nous proposons une offre qui s'appelle la T-Value, qui permet justement de mettre en relation les données d'un programme CX avec des données d'insight issues d'un programme communautaire, qui permet d'avoir à la fois une analyse en largeur et en profondeur. Enfin, la question de la restitution des résultats est très importante aussi. Va-t-il falloir un dashboard? Quel type de dashboard? Il va probablement falloir des rapports périodiques. À quel niveau? Pour quelle personne dans l'entreprise? Quel format de restitution va mettre en place pour que les différents acteurs impliqués se les approprient? Même si on a déjà commencé à l'aborder précédemment, nous pensons que c'est important de revenir sur les principales différences entre les études de marché et les études CX. Les études de marché sont habituellement anonymes et en effet, on utilise un échantillon de personnes pour améliorer le service pour tout le monde et non pas spécifiquement pour les personnes interrogées. A contrario, le CX est souvent non anonyme. L'un des objectifs est en effet de recueillir des informations pour aider l'ensemble des clients, mais aussi, nous l'avons vu, de mettre en place des systèmes d'alerte au niveau global et individuel pour gérer les insatisfactions globales et individuelles. Dans les dispositifs CX, on a souvent beaucoup trop d'interviews par rapport à la base nécessaire pour pouvoir tirer des conclusions globales. Et quelque part, ce n'est pas gênant, l'échantillon est plus robuste. En revanche, on continue à interroger les gens, bien sûr, pour pouvoir aussi gérer les insatisfactions au niveau individuel, puisque les études ne sont pas anonymes. Alors, quelles sont les tendances en matière de CX aujourd'hui? On a parlé de la façon dont cela avait évolué jusqu'à maintenant, mais c'est un domaine qui continue à évoluer. Rappelez-vous que c'est un secteur qui sera 2 fois plus développé dans 5 ans. Le premier point, c'est que dans de nombreuses entreprises, les indicateurs CX sont reportés à un nombre limité de managers, alors que ça pourrait être diffusé beaucoup plus largement dans l'entreprise et être un levier stratégique pour plus de divisions et d'acteurs. Le deuxième point, c'est qu'on pourrait probablement beaucoup plus intégrer les données CX avec plus d'autres données, comme des données social media ou des données transactionnelles issues de bases CRM, pour avoir une vision à 360 degrés des consommateurs et donc une vision plus complète. Le troisième point, c'est que sur la base des études CX, on a souvent tendance à identifier les problèmes et à regarder ce qui ne va pas pour pouvoir les régler. C'est une des applications, bien entendu, une des principales, mais les entreprises gagneraient probablement à passer plus de temps aussi à regarder ce qui va bien à l'issue de ces études CX pour voir les résultats positifs qui sont issus des actions qu'elles ont mises en place et les partager avec d'autres branches, d'autres services de l'entreprise. En résumé, s'appuyer sur les best practices qu'on observe dans les études CX et qui permettent d'améliorer la satisfaction client pour faire bénéficier toute l'entreprise de ces informations. De plus en plus d'entreprises s'appuient aussi sur l'utilisation de personas. En effet, tout le monde ne souhaite pas avoir la même expérience client. Tous les clients n'ont pas exactement les mêmes attentes et il y a donc différents personas, différents profils clients auxquels il faut s'intéresser. Certains, par exemple, vont vouloir une relation conviviale et sous forme de discussion avec un vendeur, quand d'autres vont préférer des conseils techniques sans attacher tellement d'importance à la tonalité et à la forme de discussion avec le vendeur. Donc il n'y a pas une seule manière de délivrer une bonne expérience client et en identifiant les différents profils, les différents personas, on peut adapter les réponses et l'expérience client à chacun de ces profils. Et ce mouvement, on le perçoit en particulier quand on passe de l'expérience client à l'expérience humaine, de CX à HX. Alors, qu'entend-on par Human Experience? Quand on parle de parcours d'achat, ça donne souvent le sentiment que les gens, les consommateurs, sont focus, se concentrent autour des marques pour venir vers elles. Qu'ils gravitent autour de votre marque et que vous devez les guider parce que c'est ce qu'ils recherchent. Or, en fait, ce sont les marques
qui gravitent autour des gens. Ainsi, au-delà de la compréhension du rapport qu'ils ont avec votre marque, l'human experience consiste à comprendre ce qui se passe lorsque les gens ne sont pas forcément vos clients, vos téléspectateurs, et quelle est l'expérience qu'ils ont en cours avec leurs différents produits. Si on prend l'exemple de la machine à laver, comment ils utilisent leur machine à laver au quotidien, comment est l'expérience au sein de leur maison, et quelle est l'expérience que le lavage de leurs vêtements leur offre. En résumé, mieux comprendre ce qui se passe dans le reste de leur vie à côté de votre marque et avec les autres expériences qu'ils ont avec d'autres produits ou d'autres services. Ce qui revient à dire ce que dit très justement Seth Godin, ne trouvez pas des clients pour vos produits, mais des produits pour vos clients. Et qui doit pousser les marques à comprendre ce dont leurs clients ont besoin d'une manière générale pour pouvoir les aider et améliorer leur expérience en général avec la marque et dans leur vie quotidienne. Merci Mathieu. Donc Mathieu vous a donc expliqué l'historique des programmes CX et pourquoi ils étaient importants. Donc à présent, je voudrais vous partager les bénéfices clés d'un programme CX pour votre business, mais aussi quelques recommandations sur comment mettre en place efficacement un tel programme et vous emmener sur le chemin de la maturité CX. Donc, de manière générale, les programmes CX ont un réel impact sur votre business et plus précisément, ils permettent d'augmenter la fidélité de vos clients, leur rétention, mais également l'acquisition de nouveaux clients ou consommateurs. Et aussi, en ayant accès en fait, à du feedback client en temps réel, vous pouvez accélérer vos prises de décision, mais aussi comprendre les zones d'optimisation pour améliorer la satisfaction client. Et avec un système efficace de résolution de problèmes, vous pourrez aussi convertir vos détracteurs en promoteurs et en éliminant les points bloquants ou pain points, vous pouvez réduire vos coûts. Mais aussi les insights que vous retirez de vos programmes CX peuvent alimenter en fait, et enrichir le développement de vos innovations et ça vous permettra d'accroître vos revenus et de créer vraiment une culture customer-centric au sein de votre organisation. Donc nous travaillons étroitement avec nos clients pour mettre en place en fait, leur programme CX et en faire vraiment une partie intégrante de leur business. Et dans ce processus, nous insistons en fait fortement sur le fait qu'un programme CX, c'est pas quelque chose qu'on met en place et qu'on oublie. Alors bien que ce type de programme est autant que possible automatisé, c'est vraiment crucial que les entreprises continuent de mettre l'accent sur le retour d'informations en continu que fournit les programmes CX, parce qu'en fait la richesse de ces feedbacks doit vraiment être utilisée dans l'ensemble de votre organisation. Alors comment réussir cela? Comment obtenir cela? Donc premièrement, on vous recommande de rendre les données accessibles à l'ensemble de votre organisation, donc principalement à l'aide de dashboards interactifs et engageants qui vous fournissent en fait l'insight dont vous avez besoin. Donc nous on l'a mis en place pour certains de nos clients, donc on a l'habitude de ce genre de processus. Et deuxièmement, la résolution de problèmes. C'est-à-dire qu'au sein de votre programme CX, nous vous recommandons fortement de demander à vos clients et de consommateurs s'ils souhaitent être contactés pour un problème qu'ils auraient pu avoir. On appelle ça les alertes rouges. Et en fait, c'est vraiment crucial d'être réactif et de répondre à ces alertes rouges dans un délai raisonnable. Parce qu'en fait, l'impact du traitement de ces alertes rouges peut être assez incroyable. On a vu des milliers de consommateurs passer vraiment de détraqueurs à promoteurs grâce à un système efficace de management des problèmes issus de programmes CX. Donc, précédemment, j'ai évoqué le fait que les programmes CX ne sont pas des activités à laisser vivre dans un coin et oublier. Et une manière efficace en fait de s'assurer que ce n'est pas le cas,
c'est d'évaluer régulièrement la performance de votre programme CX au cours de l'année en impliquant différents stakeholders provenant de diverses parties de votre organisation. Donc nos account directeurs animent ces sessions chez nos clients et aident à identifier les points positifs, mais surtout les zones à améliorer et comment les améliorer. Identifier les points bloquants ou pain points et les éliminer, c'est vraiment la vocation première d'un programme CX. Et ça permet alors de cibler les zones d'amélioration en créant donc un plan d'action pour sa résolution, en lui allouant des timings précis et une équipe en charge de ce projet. Alors, personnellement, je suis assez positive comme personne et donc j'ai tendance à voir plutôt le verre à moitié plein. Et donc, bien que la fonction première d'un programme CX, c'est d'identifier les points bloquants et de les résoudre, ils peuvent également aussi vous permettre de célébrer les points positifs qui ont été réalisés. Donc, par exemple, mettre en avant un membre de l'équipe qui a reçu un super feedback ou encore récompenser ceux qui fournissent une expérience client remarquable en insistant notamment sur ce qu'ils font bien. Donc le management de l'expérience client, en fait, c'est un process, un cheminement. Et donc mettre en place un programme CX, c'est vraiment une excellente première étape. Et en l'améliorant en continu et en l'intégrant pleinement dans votre organisation, vous allez passer d'expériences clients moyennes, on va dire plutôt normales, à vraiment des expériences clients exceptionnelles. Donc pour cela, il faut que vous ouvriez la voie en engageant votre organisation à tous les niveaux et dans toutes les équipes. Il faut aussi que vous construisiez une culture vraiment customer-centric et vous assurez non seulement de mesurer vos performances CX, mais également en fait de les manager via un système efficace de résolution de problèmes, d'élimination des points bloquants et d'identification des domaines à améliorer. Et il faut aussi que vous introduisiez les principes directeurs de l'expérience client dans votre entreprise et vous assurer qu'ils soient communiqués et renforcés régulièrement et de manière cohérente au sein de toute l'organisation. En fait, en résumé, il faut vous efforcer d'être exceptionnel.